Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui donc à la facturation électronique dans les marchés publics. Avec la publication du décret du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique, le Code de la commande publique enrichit ses dispositions encadrant l'exécution financière des marchés publics. Alors plus précisément, ce décret a achevé de transposer la directive 2014-55 du 16 avril 2014 et contient les mesures d'application des dispositions du Code de la commande publique issues de l'article 193 de la loi Pacte. Quelles sont les entités soumises à l'obligation d'émission et de réception des factures électroniques? Quelles mentions doivent figurer dans ces factures? Quels conseils préconiser pour l'utilisation de Chorus Pro? Alors, Sébastien Pinault, avocat associé au sein du cabinet Bignon-Lebray et spécialisé en droit public des affaires depuis plus de 15 ans, va répondre à ces différentes questions. Alors avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Maître, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter le cadre juridique lié à la facturation électronique, en commençant par le cadre européen de la facturation électronique, puis le droit interne, un rappel des intérêts et des avantages de la facturation électronique, et nous rentrerons un petit peu plus dans le détail des obligations d'émettre les factures et de recevoir les factures, les exceptions qui s'appliquent à la facturation électronique, l'échéancier d'entrée en vigueur, et puis le contenu d'une facture et les modes d'édition. Alors sans rentrer dans le détail technique, parce que nous sommes des juristes, nous ne sommes pas des techniciens, il y a certains aspects qui nous échappent, et bien que nous soyons nous-mêmes utilisateurs de Chorus Pro, et que au même titre que l'État ou les collectivités, nous sommes entrés désormais depuis plusieurs mois dans la phase d'utilisation de Chorus Pro. Alors, un rappel du cadre européen de la facturation électronique. Alors, à l'époque, en 2014, l'ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014, ordonnance française, était entrée en vigueur, en même temps que la directive du 16 avril 2014, 2014-55 UE, donc établie au niveau européen, avait été adoptée. Alors l'ordonnance de 2014 française n'était pas une transposition de cette directive, mais a été établie parallèlement parce que voilà, les autorités françaises avaient déjà anticipé la nécessité d'établir des normes et des obligations en matière de facturation électronique. Alors bien entendu, le droit français doit être conforme au droit communautaire. Donc depuis, les choses ont un petit peu été ajustées, ont un petit peu été évoluées. Et donc c'est pour ça que c'est pertinent de partir en tant que fondement juridique de la directive du 16 avril 2014 relative à la mise en place d'une norme européenne. Alors, cette directive instaure une obligation pour certains pouvoirs adjudicateurs, c'est-à-dire, pour faire simple, les pouvoirs adjudicateurs qui chez nous sont des personnes publiques, de recevoir des factures électroniques. C'est-à-dire, si les opérateurs économiques souhaitent émettre des factures électroniques, les pouvoirs adjudicateurs personnes publiques ont l'obligation de traiter ces factures électroniques. L'objectif de la directive, c'est de favoriser la fluidité du commerce, la libre circulation des biens, des services au sein de l'Union européenne, de favoriser l'activité économique de manière générale et d'éviter les entraves au commerce. Donc c'est la raison pour laquelle les autorités européennes ont jugé judicieux d'établir cette directive et également des lignes directrices de mise en place d'une norme de facturation électronique avec des éléments essentiels qui doivent figurer sur une facture électronique, la compatibilité avec les normes internationales, des guidelines en termes de neutralité technologique,
Et ensuite, l'article 11 de la directive instaure une obligation pour les États membres d'adopter de publier les dispositions législatives de transposition au plus tard le 27 novembre 2018. Alors les États membres pouvaient reporter l'application de cette directive en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et leurs entités adjudicatrices sous-centrales de 30 mois au maximum après la publication de la référence de la norme européenne. Donc c'est la raison pour laquelle en droit français, on a une instauration des obligations de facturation électronique en 2 temps, principalement, c'est-à-dire au niveau de l'État dans un premier temps et puis des collectivités territoriales dans un deuxième temps. Alors j'ajoute que le droit français est allé plus loin que le droit communautaire, puisque le droit français a instauré non seulement l'obligation pour les pouvoirs adjudicateurs de recevoir et de traiter les factures électroniques, mais également l'obligation pour les opérateurs économiques, c'est-à-dire les attributaires de marché, de soumettre des factures désormais électroniques. Alors, la norme, c'est une norme dénommée EN 16931-1 2017 qui a été adoptée le 28 juin 2017 et qui a été fixée par une décision de la Commission européenne du 16 octobre 2017. Je parle de la norme de facturation électronique. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de délimiter du point de vue technique ce qu'on va adopter comme cadre à la facturation électronique, avec une délimitation d'un nombre de syntaxes que tout établissement public de l'Union européenne s'engage à accepter et à traiter pour ses factures, afin d'informiser les standards de la facturation électronique. Avec une compatibilité avec les normes internationales applicables en matière de facturation électronique, une assurance de neutralité technologique et une définition d'un modèle sémantique de données. Alors maintenant, si on passe au droit interne, les dispositions qui fondent l'obligation de recours à la facturation électronique dans les marchés publics sont les suivantes. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014, qui est désormais abrogée et qui a été adoptée, pour faire simple, en même temps que la directive 2014-55 de l'Union européenne, et son décret d'application numéro 2016-1478 du 2 novembre 2016, qui avait tardé un petit peu à arriver, qui est également abrogé, puisqu'aujourd'hui, on a, pour remplacer tout ça, la loi Pacte du 22 mai 2019, qui codifie l'essentiel des dispositions relatives à la facturation électronique dans le Code de la commande publique, lui-même en vigueur depuis le 1er avril 2019, et le décret d'application numéro 2019-748 du 18 juillet 2019, qui remplace donc l'ancien décret de 2016. Alors, dans le Code de la commande publique, pour avoir le cadre juridique lié à la facturation électronique, il faut se référer aux articles L 2192.1 à L 2192.7 pour les marchés publics et aux articles L 3133-1 à L 3133-8 pour les contrats de concession. Alors, quels sont les apports des dernières dispositions de la loi Pacte? La loi Pacte reprend pour l'essentiel les dispositions précédentes et en opère la codification, mais elle cible également de manière peut-être un peu plus précise les contrats concernés. La loi, alors que l'ordonnance du 26 juin 2014 détaillait une obligation de dématérialisation étendue aux contrats conclus par l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ainsi qu'à certains sous-traitants. La loi Pacte vise explicitement non seulement les marchés publics, mais également les contrats de concession. Donc voilà pour les apports de la loi Pacte. La loi Pacte opère un renvoi direct à la norme européenne en matière de facturation électronique. Et puis bon, dans le cadre d'une présentation juridique, il est utile de citer quelques dispositions du Code de la commande publique. Donc si on prend l'article L,
2192-3 du Code de la commande publique. Celui-ci dispose que les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmise sous forme électronique par les titulaires de marché et leurs sous-traitants admis au paiement direct. On va voir un petit peu plus tard, quand on va détailler les opérateurs soumis à la facturation électronique, que les sous-traitants y sont soumis également, mais les sous-traitants qu'on appelle de titre 2, c'est-à-dire titre 2 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, donc les sous-traitants admis au paiement direct que vous connaissez bien. Alors, la disposition réglementaire la plus immédiate du Code de la commande publique est celle du D 2192-1 qui précise que la norme de facturation électronique mentionnée à l'article législatif L 2192-3 est celle fixée donc par la décision que j'ai citée tout à l'heure de l'Union européenne 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017. Donc là, la boucle est bien bouclée, on a bien une transposition des directives et normes européennes en droit français. Alors, quels avantages et intérêts voit-on à la facturation électronique ? C'est un débat qui est avant tout un débat économique, politique, stratégique, plutôt que juridique. C'est quand même utile, il me semble, d'en développer quelques aspects. Certains sont peut-être pas forcément d'accord, mais l'objectif, c'est de diminuer le coût de traitement des factures et des frais de relance. Il y a des études économiques qui ont montré que le coût de traitement d'une facture dématérialisée émise est estimé à 5 € contre un coût de traitement d'une facture papier qui est estimé entre 8 et 9,5 €. C'est très précis. Le coût de traitement d'une facture dématérialisée reçue est estimé à 7,5 € contre un coût de traitement d'une facture papier reçue estimé à 13,8 €. Donc, diminution du coût à la fois pour les acheteurs et pour les opérateurs, et puis gain de temps. Alors ça, c'est si tout se passe bien avec l'utilisation de Chorus et que acheteurs et opérateurs font une utilisation optimale des logiciels de facturation électronique. Ça débouche sur un gain de temps, puisque l'estimation du gain de temps de traitement de facture est de 30%, ce qui est quand même important. Alors, ce qui est, là je pense, encore plus objectif, c'est que la facturation électronique permet de dater le dépôt de la facture. Donc il y a une transparence sur la date de dépôt et une sécurité juridique sur la date de dépôt de la facture électronique. Et puis, voilà, le logiciel, enfin en tout cas la mise en place de la facturation électronique, doit déboucher sur une réduction significative des délais de paiement. Donc, par exemple, dans les Échos était paru en août 2017 un article qui précisait qu'à la mairie de Paris, les délais de paiement étaient passés de 44 jours en moyenne en 2012, donc au-dessus du seuil légal, à 20 jours en moyenne aujourd'hui. Donc, ce qui est quand même assez significatif et qui est bien entendu favorable à l'économie et aux opérateurs économiques, surtout les plus petits, qui ont, comme vous savez, un besoin de fonds de roulement important et pour qui les délais de paiement constituent un enjeu crucial. Alors, donc il y a une double obligation du point de vue juridique fondamentale sur cette facturation électronique. C'est pour les acheteurs publics d'accepter les factures dématérialisées. Donc ça, c'est l'obligation qui figure dans la directive. Et pour les opérateurs économiques, l'obligation d'émettre une facture dématérialisée. Alors, de quels opérateurs économiques parle-t-on ? L'article L 2192-1 du Code de la commande publique nous précise que les titulaires de marchés publics conclus
enfin de marché, conclus avec l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. Donc il s'agit des fournisseurs ou des opérateurs titulaires de marchés publics, dès lors qu'ils ont une personnalité juridique, quelle que soit leur nature juridique, que ce soit des personnes morales de droit privé, de droit public, même des personnes physiques, des professions libérales. Il s'agit des associations, pourquoi pas, tous les opérateurs économiques titulaires de marchés publics. Alors, il y a des cas qui surviennent de plus en plus, qu'on traite nous au sein de notre cabinet par exemple, c'est le cas des opérateurs étrangers. Alors, l'obligation s'applique dans plusieurs cas. Si le contrat a été signé en France, quelle que soit la nationalité ou l'implantation du co-contractant, il y a une obligation d'émission de facture électronique. Ou si une clause du contrat prévoit sa soumission au droit français, ce qui en général est le cas. Donc, les opérateurs étrangers sont également soumis à l'obligation de facturation électronique, pour faire simple, dès lors qu'ils sont titulaires d'un marché public à exécuter en France et qui est considéré comme étant signé en France. On voit encore en pratique quelques exceptions à cette application de la facturation électronique pour les opérateurs étrangers, parce que ça pose encore d'autres difficultés, parce que autant en Europe, au sein des États membres, il y a une harmonisation de la facturation électronique et des normes techniques. Ça, c'est pas forcément le cas, par exemple, avec les opérateurs américains. On travaille, nous, par exemple, pour des opérateurs américains, et voilà, on nous demande encore d'émettre des factures en format papier par voie traditionnelle, probablement pour éviter les complications techniques avant tout liées à la facturation. Mais on est dans une zone un petit peu grise à ce niveau-là. Les acheteurs publics maintenant. L'article L 2192-2 du Code de la commande publique précise que l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct. Donc peut-être très concrètement, l'obligation de recevoir les factures électroniques s'applique pour l'État, les services de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, de santé et nationaux. Alors, ça couvre pas tous les pouvoirs adjudicateurs. Et là, je pense que c'était aussi une volonté de ne pas surtransposer la directive, parce que la directive 2014-55 du 16 avril 2014 que j'ai mentionné en introduction vise les pouvoirs adjudicateurs au sens des directives marché, qui correspondent à ce champ rationné personné des pouvoirs adjudicateurs français que je viens de mentionner, et par opposition à ce qu'on appelle dans les directives les organismes publics. Donc, c'est-à-dire, typiquement chez nous, les pouvoirs adjudicateurs qui seraient des personnes privées ayant été créées pour satisfaire un besoin d'intérêt général, n'ayant pas les caractéristiques industrielles et commerciales. Donc c'est la raison pour laquelle le Code de la commande publique instaure une obligation de recevoir les factures limitée, en tout cas pour l'instant, aux personnes publiques, pour faire ça. Donc, quelques exemples de personnes non soumises à l'obligation de recevoir des factures électroniques. Donc, on a les groupements d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les groupements de coopération sanitaire et les associations foncières rurales et les sociétés d'économie mixte. Alors,
il y a quand même une précision à apporter, c'est que pour ces personnes-là, ou pour des personnes de manière générale qui ne rentreraient pas dans le champ d'application rationnée, personnée des pouvoirs éducateurs soumis à l'obligation de la facture électronique, de recevoir les factures électroniques, ces personnes-là sont néanmoins obligées de s'organiser pour recevoir les factures électroniques dès lors qu'elles sont considérées comme détenant un mandat au nom et pour le compte de ces personnes publiques, donc typiquement un mandat de marché public, tel que prévu à l'article 24-22-5 du Code de la commande publique, qui précise que dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qu'il a arrêtée, le maître d'ouvrage peut confier, par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage, à un mandataire l'exercice en son nom et pour son compte de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L24-22-6 dans les conditions de la présente section. Donc il s'agit typiquement des mandataires dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage déléguée. Et ça peut concerner, là pour le coup, certaines sociétés d'économie mixte. Quels sont les marchés non soumis à l'obligation de facturation électronique ? Alors l'article 2192-6 du Code de la commande publique dispose que ne sont pas soumises à la présente sous-section les facturés mis en exécution des marchés passés par l'État et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale. Donc c'est la principale exception rationnée matérielle à l'obligation de recevoir les factures électroniques. On a également dans les exceptions les marchés passés par la Caisse des dépôts et consignations, les marchés publics passés par l'établissement public mentionné à l'article 2142.1 du Code des transports, c'est-à-dire la RATP, et la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Quelques mots sur l'échéancier d'entrée en vigueur, dont vous avez sûrement entendu parler et que vous éprouvez sûrement déjà. Depuis le 1er janvier 2017, pour les opérateurs économiques, les grandes entreprises de plus de 5000 salariés dont le chiffre annuel est supérieur à 1, ou dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ou le total de bilan supérieur à 2 milliards d'euros, et les personnes publiques, donc opérateurs économiques, doivent se conformer à l'obligation d'émettre les factures électroniques. Pour les entreprises de taille intermédiaire, donc les ETI, 250 à 5000 salariés et jusqu'à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel ou 2 milliards d'euros de total de bilan, cette obligation s'applique depuis le 1er janvier 2018. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire de 10 à 250 salariés et jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ou 43 millions d'euros de total de bilan, cette obligation s'applique depuis le 1er janvier 2019. Alors ensuite, on a un dernier jalon qui est le 1er janvier 2020, donc le 1er janvier à venir, pour les micro-entreprises. Moins de 10 salariés et chiffre d'affaires annuel ou total de bilan inférieur ou égal à 2 millions d'euros. Donc les exploitants individuels, artisans, commerçants, professions libérales et auto-entrepreneurs relèvent de cette catégorie. Alors, on devine assez facilement les raisons de cet échéancier. C'est parce que même si on vise bien sûr en tant que bénéficiaires les ETI, les personnes, les PME comme bénéficiaires globales du système d'optimisation lié à la facturation électronique, c'est potentiellement lourd à mettre en place et contraignant. Et donc, on estime que les grandes entreprises sont plus immédiatement outillées, en tout cas moins d'excuses pour pouvoir mettre en place un système de facturation électronique dès le début, et on est plus indulgent sur la mise en place de ces obligations avec les PME et les ETI. Alors, l'échéancier d'entrée en vigueur de la facturation électronique pour les acheteurs publics, c'est déjà obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour l'État et les autorités publiques centrales.
Donc voilà. Nous, opérateurs économiques titulaires de marché de l'État, c'est la raison pour laquelle, principale, on éprouve cette facturation électronique depuis maintenant plusieurs années. Et à venir, le 1er janvier 2020, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. L'obligation de dématérialisation est organisée par la loi Pacte et s'appliquera aux factures émises pour l'exécution des contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020. Concrètement, quelle forme ça prend? Alors, c'est un portail de facturation unique qui s'appelle Chorus Pro. Le dépôt de la transmission et la réception des factures doivent obligatoirement s'effectuer sur le portail de facturation Chorus Pro. L'utilisation du portail public est exclusive de tout autre mode de transmission en secteur classique et tout autre mode de transmission en secteur électronique. L'acheteur public doit informer l'émetteur de l'obligation de passer par Chorus Pro avant de pouvoir rejeter la facture qui serait soumise par une autre voie. Alors, quel est le contenu d'une facture électronique? On ne va pas le passer dans tous ses moindres détails ou tous ses moindres interstices. Il faut simplement préciser que le contenu est mentionné à l'article D 2192-2 du Code de la commande publique. Donc, une facture électronique doit comporter des éléments somme toute assez classiques: la date d'émission, la désignation de l'émetteur, le numéro unique, c'est-à-dire le numéro de facture, numéro de bon de commande, référence du contrat, désignation du payeur, du code d'identification du service chargé du paiement. C'est peut-être là où il y a plus d'obligations, en tout cas un point d'achoppement un peu particulier par rapport aux facturations classiques auxquelles on était habitué dans les marchés publics jusqu'ici. Date de livraison des fournitures, exécution de services travaux, quantité, dénomination précise des produits livrés. Là, pour le coup, la facturation électronique souffre de beaucoup moins d'à peu près et d'approximation que des factures classiques. Prix unitaire hors taxe des produits livrés, montant total de la facture, etc. Des petites précisions techniques, même si c'est quand même pas notre domaine. Alors il y a 3 modes: mode portail, avec dépôt ou saisie; mode EDI, échange de données informatisées; et mode service, avec la mise à disposition des services de la solution Chorus Pro sous forme d'API. Le fournisseur et l'entité publique choisissent indépendamment l'un de l'autre leurs modalités respectives d'émission de réception des factures dématérialisées. Par exemple, l'opérateur économique peut décider d'envoyer la facture en mode EDI et le pouvoir adjudicateur peut la recevoir en mode portail. Quel est le calcul des délais de paiement? Parce que finalement, là, on parle de facturation électronique et d'obligations juridiques qui se transforment en exigences techniques, mais bon, ça change pas fondamentalement la réglementation relative au délai de paiement, au retard de paiement. Ça n'a pas d'impact. Il faut bien les calculer, ces délais de paiement. Donc, en vertu de l'article R 2192-15 du Code de la commande publique, la datation se fait lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisées à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'État aura date l'arrivée de la facture. Et pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation. Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, c'est à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail. Donc concrètement, les notifications se font sur Chorus Pro. Alors bien sûr, c'est pas parce que la facture arrive dans Chorus Pro qu'elle est immédiatement payable et que les délais de paiement courent à compter de ce moment-là, puisque bien entendu, les pouvoirs adjudicateurs ont la possibilité, en tout cas s'ils sont fondés bien sûr, à suspendre les délais de paiement, puisque la mise en place de la facturation électronique ne modifie pas les règles relatives à la suspension des délais de paiement, dès lors que, par exemple, la facture ne correspondrait pas au service fait, ou
que les exigences fondamentales liées à la contrepartie de la facture ne seraient pas réunies. Alors, Chorus Pro assure la notification, si suspension il y a, de la suspension au fournisseur par l'envoi d'un message électronique assorti de l'affichage lors de la prochaine connexion du fournisseur d'une fenêtre pop-up l'obligeant à accuser réception de la suspension. Alors, c'est peut-être, ça nous paraît utile de vous faire part de notre retour d'expérience avec quelques conseils pratiques à l'utilisation de Chorus Pro. En tant qu'opérateur économique, mais ça peut éclairer les acheteurs publics sur les problématiques concrètes auxquelles les opérateurs économiques comme nous ou ceux que l'on accompagne sont confrontés. Donc au départ c'est quand même assez chronophage, il y a pas mal de petits réglages à faire. À la première utilisation de Chorus Pro, le simple fait de créer un compte sur Chorus ne suffit pas à importer une facture. Il faut également créer une structure avec toutes les informations nécessaires sur le client, telles que le numéro intracommunautaire, le SIRET, ou se rattacher à une structure existante. La structure doit être activée avant de pouvoir déposer une facture. Alors ça peut paraître un petit peu déjà logique, et puis on pourrait se dire que ça a vocation à être simple, mais en fait c'est pas si simple que ça, et beaucoup d'opérateurs économiques au départ rencontrent des difficultés par rapport à ça. Il faut également faire attention aux contraintes liées au format, vraiment très détaillé, de manière très précise, avec les majuscules, les espaces, qui empêchent de valider la page alors bien que les informations rentrées soient correctes. Il convient de rentrer le numéro de SIRET ou de sirène de l'acheteur public dans l'annuaire Chorus Pro pour pouvoir l'identifier. Ça, les opérateurs économiques n'ont pas du tout la nécessité de le faire quand ils émettent une facture classique. Voilà, il y a certaines données qu'il est fondamental de remplir, qui sont marquées d'une astérisque, et puis alors en pratique, même si désormais tout se passe sur Chorus Pro, en réalité on s'aperçoit que sur cette phase d'amorçage, on est beaucoup en relation avec l'acheteur public et ses services comptables qui tâtonnent également sur ce nouveau mode de facturation. Et donc voilà, on n'échappe pas quand même à un échange classique et traditionnel oral, mais qui permet de régler un certain nombre de choses en amont pour pouvoir optimiser la facturation électronique ensuite sur le portail Chorus Pro. Voilà. Écoutez maître, merci pour cette présentation. Donc nous allons maintenant voir un peu les questions qui avaient été posées par écrit lors de l'inscription des participants, et ensuite nous verrons si d'autres questions ont été posées pendant la présentation de maître Sébastien Pinault. Alors la première question. Alors, il y avait une question qui consistait à savoir si les ESH allaient être soumis à la facturation électronique et à quelle échéance. Alors les ESH, c'est-à-dire pour moi les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré, parce que si on prend les OPH, c'est des établissements publics, donc ils vont être soumis à la facturation électronique aux échéances que j'ai indiquées tout à l'heure. Et pour les SA d'HLM, alors bon, il faut distinguer le rôle de la SA d'HLM qui serait titulaire elle-même d'un marché public, qui serait fournisseur ou prestataire pour une collectivité territoriale, ça existe. Et elle, eh bien, elle va s'inscrire dans les échéanciers que j'ai détaillés tout à l'heure, qui sont au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques, 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire, janvier 2019 pour les PME, et janvier 2020, alors ça les concerne a priori pas, pour les micro-entreprises. Si on prend l'hypothèse maintenant de l'ESH qui est pouvoir adjudicateur, qui est acheteur, là, les ESH n'ont pas l'obligation, ne sont pas dans la liste des entités qui ont l'obligation de recevoir des factures électroniques, et elles ne sont pas visées en tant que telles ni par les dispositions du droit interne, ni par les dispositions communautaires, c'est-à-dire plus spécifiquement la directive 2014-55. Alors moi, ça me paraîtrait logique,
très franchement, que les ESH soient soumises à la facturation électronique, d'autant plus que les OPH le sont, et qu'elles sont acheteurs publics, enfin qu'elles sont acheteuses, et que l'objectif de la directive 2014-55, c'est de fluidifier le commerce au sein des États membres, et améliorer les conditions d'exercice des activités économiques. Et donc, pour moi, ça me paraît très logique que les ESH soient soumis à la facturation électronique, mais je n'ai pas, voilà, j'ai pas connaissance d'obligations qui pourraient s'imposer à elles dans une prochaine échéance. Alors, une SEM qui facture des loyers commerciaux est-elle soumise aux mêmes dispositions ? Alors, les SEM sont exclus du champ d'obligation de réception des factures électroniques. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, si les SEM agissent en tant que mandataires, elles deviennent soumises aux mêmes dispositions sur la facture électronique. Et puis, de manière générale, il y a la faculté de se soumettre aux dispositions de la facturation électronique, puisqu'il est possible d'ajouter au référentiel Chorus Pro des entités autres que des personnes publiques qui sont soumises stricto sensu. Mais en l'état actuel, une SEM qui facturerait des loyers commerciaux, qui ne serait pas considérée comme un mandataire d'une personne publique, ne serait pas soumise aux dispositions de la facturation électronique. Alors, il y avait une autre question qui consistait à indiquer que les pouvoirs adjudicateurs demandent souvent un visa AMO, qui certes, au sens juridique, n'a pas de valeur, mais permet un double contrôle. Est-ce possible ? Alors, pour moi, du point de vue à la fois juridique et technique, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va être en soi de nature à freiner la validité de la facture, ou qui va pouvoir instaurer un statut suspendu de la facture si visa de l'AMO ne figure pas sur la facture. Alors bien sûr, l'AMO a ses obligations au titre de son marché vis-à-vis de la personne publique. Il peut venir au soutien de la personne publique pour déterminer l'étendue du service fait, des acomptes, des phases de réception, etc., qui va déterminer si et dans quelle mesure la facture est due par la personne publique. Mais pour moi, il n'y a pas d'exigence et de possibilité de subordonner la validité de la facture à un visa AMO. Il y avait une autre question qui consistait à demander si le titulaire devait toujours faire apparaître la part du sous-traitant sur sa facture. Alors, pour pouvoir obtenir le paiement direct par maître d'ouvrage, le sous-traitant doit d'abord adresser sa demande avec les factures au titulaire du marché en éditant la demande de paiement sur le portail Chorus Pro. À compter du dépôt par le sous-traitant, de la transmission au titulaire de la demande de paiement sur Chorus, le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour accepter ou refuser le paiement demandé sur le portail de facturation. Chorus Pro notifie le titulaire par courriel de la facture émise par le sous-traitant. Ensuite, sur le portail Chorus Pro, si le titulaire ne s'est pas manifesté dans le délai de 15 jours précédemment évoqué, la demande de paiement est automatiquement transmise au maître d'ouvrage sous 15 jours avec mention de l'absence de validation par le titulaire. Le paiement n'est pas pour autant automatique. Afin que le sous-traitant soit payé, le titulaire du marché doit, lors du dépôt du projet de décompte mensuel, ajouter la demande de paiement en pièce jointe. Voilà quelques éléments sur prise en compte de la sous-traitance sur les factures. Voilà, alors je vous demande quelques instants, nous allons regarder si des questions ont été posées pendant l'intervention de maître Sébastien Pinault. Je vous demande de patienter quelques instants.
Alors, certaines des questions qui ont été posées ont déjà été traitées. Parmi les questions non traitées figure celle de savoir si les opérateurs étrangers sont obligés de passer par Chorus Pro et s'ils peuvent s'inscrire sans numéro de SIRET. Alors, pour moi, oui, les opérateurs étrangers, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, dès lors qu'ils sont titulaires d'un marché public en France, à exécuter en France et signer en France par définition, ils sont obligés de passer par Chorus Pro. Comme j'ai dit tout à l'heure également, il y a certaines exceptions pratiques qui sont mises en œuvre, mais qui sont dans une zone grise et qui ont vocation à permettre de faciliter le paiement de ces opérateurs, parce que pour certains opérateurs dans certains pays, on a encore des problématiques liées au traitement des factures électroniques sur Chorus. Alors, mais bon, la réponse du point de vue purement juridique est oui. Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire sans numéro de SIRET? Alors oui, ils peuvent s'inscrire sans numéro de SIRET français, puisque par définition, ils n'ont pas de numéro d'identification français, mais il y a la possibilité de mentionner des numéros équivalents au numéro de SIRET. Il y a un menu déroulant. Alors c'est un peu compliqué. Il y a un vrai accompagnement rapproché à effectuer. Très honnêtement, pour les opérateurs étrangers, c'est vraiment pas simple. Pour avoir nous, alors que c'est pas nous, on a un rôle d'avocat et de juriste, on n'a pas a priori vocation à exercer des prestations de facilitation d'utilisation de Chorus Pro pour les opérateurs étrangers. En pratique, on a ce rôle-là parce que on les guide et ça prend du temps pour arriver à poster leurs factures sur Chorus Pro et qu'ils soient payés. Surtout sur des marchés qui ont des enjeux un peu stratégiques, avec des montants élevés, où il faut que la facturation soit effective très rapidement. Donc voilà, donc c'est les difficultés qu'on rencontre actuellement, mais l'interface permet à des opérateurs qui n'aient pas de numéro de SIRET français de poster facture sur Chorus Pro. Alors, on va regarder s'il y a d'autres questions. Alors, il y a une question sur la facturation en cas de groupement. Personnellement, j'ai pas encore éprouvé cette situation ou cette si, une fois en groupement conjoint. Eh bien, chacun poste sa facture sur Chorus Pro. Alors le mandataire, mais c'est plus un rôle pratique que juridique à ce niveau-là. Enfin, c'est quand même son rôle de coordonner l'interface entre le groupement et la personne publique. Voilà, il doit veiller, ou en tout cas les membres du groupement peuvent lui demander de veiller à ce que les factures soient bien postées sur Chorus Pro. Mais en groupement conjoint, chacun poste sa propre facture. En groupement solidaire, la demande de paiement, elle est présentée sous forme de demande de paiement unique pour moi par le mandataire solidaire. Donc logiquement, il n'y a qu'une facturation pour l'ensemble du groupement qui est postée sur Chorus. Mais voilà, c'est plus un réflexe logique de ma part, mais c'est une situation que j'ai jamais éprouvée, donc je peux pas vous la confirmer.
Alors, il y a une question sur les acomptes en marché de travaux en maîtrise d'œuvre externalisée ou de manière générale, hein, les acomptes dans les marchés, puisque l'ensemble des marchés ont vocation à faire l'objet d'acomptes. Chorus Pro traite non seulement les acomptes que les paiements définitifs. Alors, est-ce qu'une période transitoire avec une obligation de transmission de facture est possible, souhaitable? Bah oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien. Et enfin, après, si c'est pas nécessaire, on le fait pas. Mais dans cette période un peu d'amorçage, il faut privilégier les contacts entre acheteurs et opérateurs pour que tout se passe bien. Donc, en général, il va y avoir plusieurs échanges. Un premier échange en amont de la facture. Ensuite, la facture va être postée. Il va y avoir un problème technique ou un problème parce qu'il manque un élément ou parce que il y a un élément de la facture qui manque et qui empêche de pouvoir la traiter correctement. Donc on échange à nouveau. Donc ça c'est tout à fait possible et même souhaitable pour éviter les situations où la facture s'enlise, elle est en état suspendu et on ne sait pas comment régler la situation. Bon, écoutez, je vous remercie donc d'avoir assisté donc à ce webinaire consacré à la facturation électronique et vous donne rendez-vous donc le 5 novembre prochain pour un nouveau rendez-vous expert consacré cette fois donc au règlement alternatif des différends. Voilà, je vous remercie.